Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. On se retrouve pour la suite de la vidéo la dernière fois sur l'annonce du TDI. Je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité, le TDI, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer plus en détail comment j'ai découvert mon TDI, ma réaction de rejet par la suite, et là, pourquoi j'en suis arrivée à en faire une vidéo, et ce que je compte faire par la suite sur ma chaîne par rapport au TDI. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors voilà, je suis atteinte du TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est un trouble dissociatif complexe repris dans beaucoup de manuels de diagnostic psychiatrique et psychologique. C'est un trouble d'origine traumatique. Des traumas graves, complexes, seront vécus à l'âge infantile et bien souvent avant l'âge de 7, allez jusqu'à 9 ans encore. C'est possible. Moi, pour mon cas, j'ai vécu des traumas très graves dans mon enfance, de mes 0 à 7 ans, avant mon adoption, puisque j'étais adoptée à l'âge de 7 ans. Et avant mes 7 ans, je vivais en Asie avec ma maman biologique et mes sœurs. À partir du moment où j'ai été adoptée, pour moi, c'était la libération, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. J'ai vraiment des parents, une famille très aimante, très entourante, qui donnent tout pour qu'un enfant puisse se développer, même plus, ils sont tellement généreux, tellement incroyables. Moi, mes parents, je les aime de tout mon cœur. Mais malheureusement, ça n'efface pas tout ce qui s'est passé avant les 7 ans. Un traumatisme provoque toujours des ravages extrêmes chez une personne et encore plus chez un enfant. De ce traumatisme peut résulter différentes réactions traumatiques, que ce soit un état de stress post-traumatique, simple ou complexe. Pour mon cas, il est complexe. Ça peut aussi engendrer des troubles dissociatifs. Pour mon cas, un trouble dissociatif complexe, le TDI. Mais jusqu'alors, pour moi, c'était très flou. Parce que j'ai une amnésie totale d'avant mes 7 ans. Je dis je en tant qu'alter parce que d'autres parties de ma personnalité, d'autres alters ont des souvenirs traumatiques de cette période-là que moi je n'ai pas. Je n'ai pas de souvenirs du tout d'avant mes 7 ans. J'ai quelques flashbacks, quelques intrusions d'autres alters, donc il y a certaines choses que je peux deviner, que je peux savoir, mais j'ai vraiment aucun souvenir de cette époque-là. À partir du moment où j'ai été adoptée, mes parents ont tout fait, tout donné pour que je sois bien, et je suis allée à l'école comme tout le monde. J'ai connu du harcèlement. Ma foi, j'ai tellement hiérarchisé dans ma tête la gravité des traumas que pour moi, le harcèlement de la primaire, c'était vraiment pas grand-chose. En soi, même si, je sais pas, on me tapait un peu ou on me foutait la tête dans la terre, bon bah, c'est tout, ça arrive et puis c'est comme ça. Enfin, je ne banalise pas du tout le harcèlement, juste moi, je l'ai vécu comme ça parce que j'ai connu bien pire, on va dire. Je l'ai pas du tout pris comme quelque chose qui me faisait très mal, qui me brisait encore plus. J'ai juste pris comme je suis physiquement différente, bon bah c'est normal que je sois harcelée à l'école. Ensuite, là où ça s'est vraiment gâté, c'est à partir du collège, et puis les pires années, ça a été entre le collège et le lycée. Après le lycée à la fac, j'ai quand même connu des traumas aussi, mais je pense que en ayant grandi, le cerveau ayant grandi, j'ai eu plus de ressources émotionnelles, intellectuelles, j'avais plus de stabilité personnelle et de force intérieure pour réagir, en tout cas pour vivre les traumas. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais disons que j'ai connu tellement de traumas dans ma vie
que à partir du moment où c'est pas aussi grave que ce que j'ai pu vivre dans les années collège-lycée, que ma foi, j'ai totalement relativisé les nouveaux traumas qui se créaient à partir de la fac. Bon, voilà, maintenant ça fait 2 ans que je suis dans une situation stable, que je ne vis plus aucun trauma, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en viens à cette vidéo. Je reviens donc dans les années collège-lycée, j'ai connu un énorme traumatisme lorsque j'avais 13 ans, qui a d'ailleurs tout de suite été radié de ma mémoire consciente, et j'ai tout de suite, littéralement à la minute près, une fois que j'ai physiquement été soignée, etc., tout est passé dans l'amnésie traumatique. Et vraiment, je n'avais aucun souvenir de ce moment-là, de cet événement en particulier qui brisait un peu mon rêve d'enfant. C'est-à-dire que même s'il y avait l'amnésie traumatique, je savais qu'avant mes 7 ans, et mon corps le savait, j'ai vécu des choses très graves et très difficiles. Mais bon, maintenant que j'ai été adoptée, que je suis en France, que j'ai une famille et des parents aussi aimants, aussi attentionnés, bienveillants, etc., que en fait pour moi c'était bon, j'étais sauvée. Sauf que là, à mes 13 ans, j'ai vécu un énorme traumatisme qui a cassé un peu ce monde de bisounours, quoi. C'était impossible de gérer pour mon cerveau à ce moment-là, donc il y a eu d'autres brisures, d'autres cassures et d'autres haltères qui se sont créés. À la base, le TDI apparaît pendant l'enfance, mais ça ne se voit pas vraiment parce que justement, le TDI est fait pour que ça ne se voit pas. Donc moi, enfant, je ne voyais pas du tout qu'il y avait différents haltères qui venaient. N'empêche que le TDI était là. Malheureusement, les traumatismes que j'ai vécus pendant l'adolescence ont révélé un fonctionnement différent. On ne savait pas que c'était le TDI, mais en tout cas un fonctionnement différent, qui était d'origine traumatique. J'ai été diagnostiquée d'ailleurs d'un ESPT par mon médecin traitant, mais il était vraiment formé à la psychologie, il était formé à l'EMDR, aux thérapies brèves, ce genre de choses. Donc il était très renseigné sur la psychologie, la psychiatrie. Et je savais pas, moi, mais on peut diagnostiquer un état de stress post-traumatique chez un enfant, même si les symptômes sont différents parce que un enfant va exprimer différemment le trauma. Mon médecin traitant avait bien vu qu'il y avait quelque chose, donc il a pu poser des questions. Ma maman était là avec moi lors de cette consultation. Depuis mes 9-10 ans que j'étais diagnostiquée d'un ESPT, donc c'est-à-dire qu'on avait reconnu que j'avais vécu des traumatismes. L'adoption en elle-même est un traumatisme, mais c'était aussi tout ce qui était avant, les différents traumatismes dus à mon environnement dans lequel je vivais, qui étaient des conditions de vie très rudes, pauvreté intellectuelle, misère sociale, misère dans tout en fait en général, et aussi parce que le fait que j'étais une fille ça n'a pas arrangé les choses. Il y avait beaucoup de discrimination féminine, voire de féminicide, de femmes, de jeunes filles qui étaient vendues, ce genre de choses. Donc beaucoup de rapt et d'enlèvements. Donc forcément l'environnement, l'ambiance, les conditions de vie dans lesquelles je vivais étaient très difficiles. D'où le développement du TDI. Mais là où le TDI s'est vraiment révélé le plus et a eu cette fonction réelle de survie, c'était surtout pendant l'adolescence. J'ai dit, à l'âge de 13 ans, j'ai vécu un énorme traumatisme, je pense le plus gros dont j'ai conscience. Et à côté de ça, au collège, je vivais du harcèlement, là pour le coup, d'un autre ordre. Quand je disais le harcèlement en primaire, c'était vivable, je l'ai totalement intégré et accepté. Au collège, ça a commencé à devenir beaucoup plus difficile parce qu'il y avait du harcèlement d'élève à élève, on connaît, mais il y avait aussi du harcèlement de la part d'adultes de l'éducation nationale, que ce soit des professeurs, de la direction ou de l'administration. Et moi, en fait, dans ma tête d'enfant, je comprenais pas. Je pouvais pas associer ça à quelque chose que je connaissais. On a été sensibilisés au harcèlement et du coup, je pouvais catégoriser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tel comportement, telle insulte, tel
choses subies par d'autres élèves comme du harcèlement. Par contre, ce que je vivais de négatif, de mal à cause d'adultes du collège, ben moi je comprenais pas que c'était du harcèlement. Pour moi c'était très désagréable, j'avais honte parce que tout était fait pour que la responsable ce soit moi et que je ressente de la honte, de la culpabilité. J'en ai un petit peu parlé à mes parents et ils se sont questionnés vraiment beaucoup. Et le problème c'est que l'administration, les situations dans ce cas-là sont très difficiles à dénouer. Donc mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Mais pour autant, j'ai dû quand même subir ce harcèlement. Et pourtant, le harcèlement au collège, c'était pas... Enfin, quand je le vivais, c'était terrible, mais en rétrospective, c'était pas le plus grave. C'était surtout au lycée que le harcèlement a pris une tournure dramatique et je pèse mes mots, vraiment. Quand je parle de dramatique, c'est que de la part d'élèves, il y avait du harcèlement verbal, moral, physique, mais aussi sexuel, des agressions à ce niveau-là. Et malheureusement, le harcèlement des adultes du lycée a été la pire chose pour moi. Je pense que je vais pas forcément rentrer dans les détails, je ferai une autre vidéo plus tard quand je me sentirai prête. Là, pour en revenir au TDI, du coup, tous ces traumatismes vécus pendant mon adolescence ont créé de nouvelles cassures, de nouvelles blessures et du coup de nouveaux haltères. On en vient quand même à la fin du lycée, j'arrive à avoir mon bac et je passe à la fac. Pour moi, les années licence, les 3 années après le bac, c'était vraiment les 3 meilleures années de ma vie. Après les pires années de ma vie au lycée, surtout l'année de première, c'est la pire année de ma vie, bref. La fac, vraiment, c'était génial parce que déjà, j'avais des amis. Je me suis fait un groupe d'amis dans ma classe de fac de lettres et du coup, j'étais très contente parce que j'ai connu l'école, enfin l'apprentissage, sans tout ce qui est harcèlement, sans la culpabilité de devoir être ce que je suis. Même moi physiquement comme ça, parce que je sais même pas la raison de ce harcèlement, à part le fait que je sois différente physiquement, du racisme quoi. Je sais pas trop, je pense que en travaillant un peu plus aussi pendant ma thérapie, je pourrais en parler plus aisément dans une autre vidéo dédiée au harcèlement scolaire. Bref, arrivé à la fac, j'ai vécu aussi d'autres traumas malheureusement. Enfin c'est très paradoxal parce qu'à la fois je me dis oui c'était moins grave parce que c'était physiquement moins violent, même si j'ai pu être agressée sexuellement, j'ai été violée, j'ai failli être kidnappée d'ailleurs. Paradoxalement, ce sont les traumas que je n'ai toujours pas réussi à dire à mes parents. Et j'ai fait un énorme travail thérapeutique cette année pour pouvoir exprimer mon vécu traumatique à mes parents parce que jusqu'alors, moi, mes parents adoptifs, mes parents du coup, m'ont sauvé la vie en m'adoptant et moi, je leur dois quelque chose. Je suis ce genre d'enfant adopté qui se sent redevable envers ses parents et je ne pourrai jamais leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Et là, ce serait encore pire de me ramener avec ces soucis-là traumatiques. Je sais que je suis pour rien par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et que je ne suis pas coupable, en tout cas pas complice de tout ce que j'ai pu vivre de traumatique, mais n'empêche, c'est quand même moi qui les ai vécus et c'est moi leur fille et dans ma tête, j'allais leur apporter tous ces problèmes. Bien sûr, parce qu'ils s'inquiètent, etc. Mais maintenant, ils comprennent beaucoup mieux certains comportements, certaines choses de mon adolescence. Et aussi là dernièrement pendant mes années de master où en fait ils ne comprenaient plus ce qui se passait, ils voyaient mon état de santé péricliter à vue d'œil et ils savaient pas quoi faire pour m'aider parce qu'en fait ils n'avaient pas les clés pour comprendre. Donc paradoxalement, ces traumas que j'ai pu vivre pendant la période de la fac, ce sont les traumas que je n'ai toujours pas réussi à dire à mes parents. Alors peut-être parce que ce sont les plus récents, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu chez moi, qui n'est pas encore clair. Je travaille dessus avec ma psy. Bon, bref. J'en viens
au cœur du sujet, comment j'ai découvert mon TDI. J'ai fait une fac de lettres, donc j'ai fait une licence de lettres, que d'ailleurs j'ai terminée en confinement, puisque quand j'étais en L3, en licence 3, donc la dernière année, c'est là où on a eu le premier confinement. Bon, j'ai quand même eu ma licence, mention très bien d'ailleurs. Et du coup, après, je suis passée en master en fac de lettres, en master recherche LLCER. Et j'ai voulu faire un double cursus. J'ai voulu faire un master FLE en même temps, donc français, langue étrangère. Un double master, c'est très chaud, franchement. Au niveau travail, ça demande énormément d'investissement, de temps, etc. Et je pense que les confinements, je sais pas, je l'ai plutôt bien vécu, mais peut-être le fait d'être enfermé chez soi, d'être enfermé avec soi-même, j'étais obligée de vivre avec moi-même. Et je pense que là, ça a commencé à coincer. Parce que le fonctionnement du TDI est fait pour que tout rôde bien, en fait. C'est comme un mécanisme d'horloge. C'est très complexe, mais quand ça fonctionne bien, ça fonctionne. Sauf que quand il y a un grain de sable dans les rouages, ça va plus. Donc là, peut-être que le grain de sable, c'était justement de me retrouver face à moi-même. Parce qu'en soi, les confinements, je les ai très bien vécus. J'étais jamais toute seule. Mais le fait de me retrouver face à moi-même, je savais pas comment me voir moi. Je pense que ce malaise-là a grandi de plus en plus. Et quelque part, à un moment, le fonctionnement TDI a bugué. Tu sais, à un moment, ça a pu marcher. Et malheureusement, un ensemble de choses, notamment le fait que j'ai vécu un dernier traumatisme pendant l'année 2020, même deux, un traumatisme sexuel et un traumatisme où en fait j'ai failli me faire kidnapper. Et ces traumatismes-là ont aussi réactivé le système TDI, le fonctionnement TDI, parce que face à ce genre de trauma, moi là qui te parle, la terre là qui te parle, j'étais pas capable de gérer ces traumas-là, en tout cas pas coup sur coup. C'était deux types de traumas différents et pour moi en fait c'était pas possible de gérer. Donc moi toute seule là, l'altère qui te parle, j'étais incapable de gérer. Donc d'autres altères, d'autres parties ont dû gérer ça pour moi. Sauf que n'ayant pas conscience du TDI, n'ayant pas conscience des autres altères, il y avait des moments où vraiment j'étais totalement pas là, c'est comme si je dormais ou j'étais dans le coma ou j'étais inconsciente, peu importe. Et l'autre altère était là pour gérer la situation comme elle pouvait le gérer, mais c'était pas forcément la meilleure réaction, mais elle a géré comme elle a pu le traumatisme vécu. Et là j'ai commencé vraiment à sentir ce malaise, comment dire, parce que ces moments de dissociation traumatique et d'amnésie traumatique, vu que c'est une amnésie, j'en ai pas conscience. Sauf que là j'étais avec quelqu'un qui voyait bien que à certains moments, c'est pas que je dormais ou que j'étais dans le coma ou que j'étais inconsciente, j'agissais, je parlais, je voyais les choses différemment, mais je n'avais pas le souvenir de ces moments-là, de cet état-là alternatif, on va dire, que j'ai exprimé à ce moment-là. Et à partir de là, c'est mon compagnon qui s'est posé des questions. Moi, le malaise grandissait. Je ne posais pas de questions dans le sens « Ah, ça y est, c'est bon, j'ai le TDI ». C'est pas du tout ça. Il y avait un malaise qui grandissait parce que j'avais l'impression que ma vie fuyait. Je ne pouvais plus attraper, je pouvais plus me raccrocher. J'ai l'impression que ma vie foutait le camp, en fait. Que je pouvais plus rien contrôler dans ma vie, ni moi-même. Et c'est plutôt mon compagnon qui a remarqué tous ces changements, toutes ces dissociations, parce que j'ai aussi fait des fugues dissociatives, notamment une qui était d'ailleurs assez inquiétante. Enfin, pendant quelques heures, pendant 2-3 heures, mon compagnon m'a cherché, il a même appelé sa maman, dire viens avec ta voiture, je sais pas où elle est, il faut qu'on la cherche. Enfin, j'en ferai d'autres vidéos pour expliquer tout ça, mais donc le malaise grandissait en moi parce que cette fugue dissociative, je m'en souvenais pas, ces moments de dissociation, je ne m'en souvenais pas, il y avait une amnésie totale parce que j'avais vécu un traumatisme récemment. Enfin, tout ça, c'est pas arrivé en quelques jours, hein, c'est quelques mois, même après encore, hein, de ce trauma. Et en parallèle de ça, moins je maîtrisais ma vie, plus j'avais d'amnésie traumatique de certains moments de ma vie, plus j'avais des cauchemars, des flashbacks qui revenaient.
Et surtout des flashbacks de moments de mon adolescence, parce que j'ai en moi certains traumas, j'ai les souvenirs de certains traumas, mais pas tous. Et là, j'avais des intrusions qui revenaient, alors soit des traumas dont j'avais connaissance, que j'avais vécu et que j'avais mis sous le tapis, sur le côté, et d'autres dont j'avais pas forcément conscience et je savais pas quoi faire de ça. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces cauchemars, tous ces flashbacks, toutes ces intrusions, même corporelles, les douleurs physiques, étaient vraies. Pour moi, jusqu'alors, je me disais, c'est pas grave, c'est un rêve, j'ai peur que ça arrive, et puis basta, c'est un cauchemar, quoi. Et en fait, non, c'était vrai. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que tous ces traumas existaient, et j'étais incapable d'en parler. J'en ai parlé un peu à mon compagnon, ce que je pouvais, mais je ne pouvais pas en parler à mes parents, je pouvais en parler à personne d'autre. J'étais incapable d'en parler et je ne voulais pas, parce que peut-être quelque part dans mon esprit, tant que j'en parlais pas, c'était pas vrai. Un peu, tu sais, pour conjurer le sort. Tant que je ne l'écris pas, tant que je ne le dis pas, tant que j'y donne pas corps à ces traumas, ils n'existent pas. Alors qu'en réalité, bien sûr que si, je les ai vécus, physiquement, je le ressentais très très fort, et mentalement, ma santé mentale périclitait à vue d'œil. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que je devais en parler. Parce que la parole, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais la parole est vraiment libératrice. Bon, après en avoir parlé, il faut une thérapie pour pouvoir rebondir, parce qu'en parler ne suffit pas, mais la première étape, c'est d'en parler. Et je ne voulais pas en parler. Parce que, toujours pareil, par rapport à mes parents, je ne voulais pas leur apporter des problèmes. Entre ces je ne peux pas, je ne veux pas, je pense que tout ça est resté dans ma gorge. J'ai tout gardé là, je ne voulais pas sortir, je ne pouvais pas le sortir de ma bouche, et pourtant ça devait sortir. Ça a remonté, et tout était gardé là. Et en fait, ma gorge a commencé à gonfler. Évidemment, j'avais très mal, mais ça a gonflé au point où je pouvais plus parler correctement, plus manger, boire correctement, je pouvais plus respirer, dormir, vivre en fait. Ça m'empêchait littéralement de vivre. Et je suis allée voir un médecin traitant, il m'a donné un antibiotique, ça n'a pas fonctionné, bref. Il n'y avait pas de raison physiologique à ça, c'était vraiment somatique, et je n'avais pas conscience que c'était de la somatisation liée au fait que les traumas étaient restés là parce que je ne voulais pas en parler. J'en suis arrivée au point de me faire opérer. Donc fin d'année 2020, j'ai dû me faire opérer de la gorge, et malheureusement, vu que c'est une opération de la gorge, le post-opératoire a été encore plus difficile parce que je ne pouvais pas manger. Physiquement, vu que là ça avait été un peu charcuté, je pouvais pas avaler. Et je pense que physiquement, là, on voit bien en fait toute la dimension corporelle d'un traumatisme. Parce que bien sûr, on sait que la famine est dévastatrice pour n'importe quelle personne, encore plus pour un enfant. Le fait pendant un mois de ne pas pouvoir manger, là, moi, mon corps s'est remis en alerte, s'est dit ça y est, c'est à nouveau la famine, je vais crever en fait. Et ça n'a pas été du tout. Tout le mois de novembre, j'ai pas été bien, j'étais dans un état très dissocié, très très mal, et ma santé mentale périclitait vraiment. Alors ma santé physique, une opération ça reste quand même assez éprouvant, mais j'arrivais plus à m'alimenter correctement, j'avais beaucoup de pensées d'intrusion négatives, et il m'a bien fallu 3 mois avant de pouvoir remanger correctement. Donc pendant la période post-opératoire et les 3 mois qui ont suivi, j'ai perdu 10-11 kilos, et c'est plus la face émergée de l'iceberg. J'ai vraiment un métabolisme qui perd et qui prend très peu de poids. Mais là, de perdre une dizaine de kilos en très peu de temps, parce qu'en soit 3 mois, c'est rien du tout pour perdre autant de poids. Quand c'est pas volontaire, hein. Je pense que c'est à partir de là où vraiment ça a commencé à être très mal. Surtout que, souviens-toi, j'étais dans le cursus du double master en même temps. Et j'en ai trop demandé à mon corps, j'en ai trop demandé à mon intellect, à mon mental, et à un moment ça a craqué en fait.
l'élastique a craqué. J'ai choisi d'alléger mes études, j'ai choisi le master recherche en lettres, le FLE j'ai laissé tomber. De toute façon, il fallait bien choisir à un moment donné, parce que mon état de santé le demandait. Vraiment, mon compagnon s'inquiétait, mes parents s'inquiétaient très fort à mon sujet, et mon médecin traitant s'inquiétait également. Et même si j'avais pas conscience de tous ces mécanismes mis en place par mon cerveau suite à tous ces traumatismes, mon corps parlait à ma place, mon corps réagissait. Donc je faisais des cystites à répétition, comme quand j'étais ado d'ailleurs. Souvent c'est le cas après des traumatismes sexuels d'avoir des règlements au niveau du bas-ventre, que ce soit au niveau des menstruations, au niveau gynéco ou urinaire. Donc je faisais des cystites à répétition, vraiment littéralement toutes les semaines j'avais une nouvelle cystite. Donc mon médecin traitant s'est vraiment inquiété à ce moment-là. Il a fait le nécessaire pour traiter les infections urinaires, mais n'empêche qu'il s'est vraiment inquiété et il m'a posé beaucoup de questions et il m'a diagnostiqué une dépression sévère et m'a réorienté vers une psychiatre et un CMP, donc un centre médico-psychologique. J'ai donc été voir cette psychiatre qui en soi était très bien, même si le feeling passait pas du tout, c'était une dame très bien. Effectivement, elle a confirmé ce diagnostic de dépression sévère. Il y a d'ailleurs plusieurs types de dépression. Peut-être je ferai une autre vidéo pour parler des différents types de dépression. Là, pour le coup, une dépression sévère, c'est qu'il y a des pensées, pulsions suicidaires. La dépression, c'est un trouble de l'humeur, mais là, l'humeur ne remonte jamais à la normale. Cette psychiatre a confirmé le diagnostic de dépression sévère, a confirmé le diagnostic de SPT que j'avais eu quand j'étais enfant, et a aussi diagnostiqué le syndrome de l'imposteur, le syndrome du survivant. Mais ça, je le savais déjà. Bon, ça m'a pas forcément beaucoup avancé, je veux dire, parce que tout ça, je le savais. Disons que ça m'a permis d'entrer au CMP pour pouvoir avoir accès à des soins plus ou moins soins, parce qu'en soi c'était pas du tout adapté à mon cas. Donc j'ai été suivie par le CMP, mais c'était vraiment pas suffisant. Je voyais une infirmière plutôt gérer un petit peu la vie de tous les jours, même si c'était un peu léger au niveau du suivi. Bon, il faisait ce qu'il pouvait parce que un TDI c'est pas facile, enfin surtout quand on l'a pas diagnostiqué, c'est vraiment pas facile à gérer. Et même quand on l'a diagnostiqué, c'est compliqué. Et j'ai été suivie par du coup la psychiatre du CMP. Mais c'était vraiment pas suffisant, donc j'avais pris contact avec une psychologue qui est psychotraumatologue et qui fait aussi des thérapies brèves ou des thérapies comme la thérapie cognitivo-comportementale. Donc c'est ma psy, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos talk. Elle a pris 2h30 de son temps au premier rendez-vous. Et en fait, c'est elle qui m'a posé le premier diagnostic du TDI. C'était un diagnostic différentiel. Comme son nom l'indique, un diagnostic différentiel permet de différencier certains troubles ou pathologies mentales parce que beaucoup de choses se ressemblent, mais avec tous les éléments qu'il y avait à charge, les comorbidités, dépression, anxiété, symptômes de SPT, etc., qui a été déjà diagnostiqué par des psychiatres et d'autres médecins. Donc elle a pu faire ce diagnostic différentiel de TDI. À partir de ce moment-là, le mot était posé et ça a été très difficile pour moi de faire face à ça. Donc là, on est en juin 2021 et à ce moment-là, mon compagnon avait déjà fait pas mal de recherches sur le TDI, sur les troubles dissociatifs, sur les troubles de l'humeur, parce que vraiment, au quotidien, il voyait que ça n'allait pas du tout. Et mes parents aussi, mais ils savaient pas quoi faire. Malheureusement, à cette époque-là, j'ai pas choisi de continuer avec ma psy parce que, pour des raisons financières, en fait, je roule pas sur l'or, je suis étudiante. Mais j'avais pas encore parlé de toutes ces problématiques à mes parents, donc j'avais beaucoup de mal. En tout cas, je ne m'autorisais pas à leur demander de l'aide pour la thérapie, l'aide financière, juste même financière, et après bien sûr en termes d'énergie, de temps, etc. Parce que j'avais toujours pas parlé de tout
mon vécu traumatique et de ce qui m'arrivait, la dépression, l'anxiété et le TDI là qui tombait. Après cette période-là, j'ai eu un gros rejet. D'ailleurs, je pense que ça va aussi avec la prise de poids énorme. Enfin, après l'opération, j'ai perdu à peu près une dizaine de kilos, puis après j'ai repris pendant cette période-là, 7-8 mois, une vingtaine de kilos. Et je pense que c'est aussi lié à ces nouvelles qui tombaient, dépression sévère, TAG, troubles anxieux généralisés, le SPT complexe, les traumas complexes, et bien sûr le TDI. Donc tous ces termes-là qui ont enfin été posés sur tout le mal-être que je ressentais, et puis ma santé qui périclitait parce que physiquement en fait je tenais plus le coup. Je pense que aussi tout ce rejet, ce mécanisme de rejet et de déni, ça a alimenté cette prise de poids. Alors je sais pas en quoi c'est lié, mais j'ai l'impression que c'est lié. J'ai fait ma rentrée, comme je te l'ai dit, j'ai choisi un master. Donc j'ai choisi d'alléger mes études avec un seul master qui en soi déjà un master c'est un niveau d'études assez élevé, et quand on a des difficultés, des problèmes de santé encore plus. Donc j'ai passé l'hiver, un hiver terrible, j'allais pas bien du tout. Pendant 3 mois c'était vraiment l'enfer, et puis mon compagnon était nommé dans la région parisienne, donc la semaine il était pas là. En fait la semaine je me retrouvais toute seule. Donc je ne mangeais plus, je ne buvais plus, je ne sortais plus, littéralement sortir les poubelles, juste descendre les escaliers, aller en bas de mon immeuble et sortir, passer le pas de la porte pour sortir les poubelles, j'étais incapable. Sortir, acheter mes médicaments, acheter à manger, peu importe, je m'affamais dans tous les sens du terme. Je m'affamais de nourriture, je m'affamais de relations sociales, je m'affamais d'air, et on avait un appartement de 30 mètres carrés, donc au bout d'un moment ça devient une cage d'hamster quoi. C'est à ce moment-là je pense que la dépression a été la plus profonde, parce qu'il y avait beaucoup de pensées, de pulsions autodestructrices, suicidaires, d'auto-agression, ne serait-ce que se priver de manger, hein, c'est une auto-agression. En plus, comme je te l'ai dit, pour moi la nourriture c'est très important, donc quand je ressens la faim, quand je parle de faim, je sais ce que c'est la faim, donc quand je ressens la faim, il faut vraiment que je mange pour pas vriller, parce qu'en fait quand je ressens trop longtemps la sensation de faim, je fais des crises de panique, des crises d'angoisse, parce que physiquement en fait mon corps se met en alerte, et du coup mon corps part en vrille. Pendant 3 mois c'était vraiment l'enfer, jusqu'au moment où en janvier, mi-janvier, j'ai commencé à vomir du sang. Tu peux bien t'imaginer pourquoi. Et puis mon corps était à bout. J'allais dire par chance, oui par chance. Mon compagnon était à l'appartement. Il s'est énormément inquiété. Il a tout de suite prévenu mes parents qui se sont énormément inquiétés. Ils ont directement appliqué à l'appartement. Ils ont vu l'état de l'appartement, ils ont vu mon état. Et ils étaient démunis, ils savaient pas quoi faire. Et en même temps, du coup, ils sont restés toute la journée. Et autant mes parents que mon compagnon m'ont obligée à prendre rendez-vous chez le médecin, parce que ça aussi, le déni, le rejet fait que je ne voulais pas me faire soigner, même si j'avais très mal, je vomissais du sang et tout. Je voulais pas aller aux urgences, je voulais pas voir le médecin parce que je ne me sentais pas légitime. Je me vois comme une merde, donc pourquoi est-ce que des médecins soigneraient une merde? Enfin, bref, ça c'est un truc qui déconne dans ma tête. À partir de cet hiver, j'ai pris conscience de mon état de santé. Mon médecin traitant, mes parents, mon compagnon m'ont vraiment aidé, poussé à prendre rendez-vous avec ma psy, donc la fameuse psy qui m'a posé le diagnostic différentiel du TDI, et qui était d'ailleurs très contente de me revoir en me disant comment ça va? Pas du tout, ça va pas du tout bien. Donc, elle a accepté de me prendre en charge, et pour amener plus facilement la chose, je pense que on est parti d'un problème mineur. Alors attention les mots, c'est pas un problème mineur dans le sens où il est moins grave, mais on s'est pas tout de suite attaqué à la racine des problèmes. On a commencé par traiter le TAG, donc le trouble anxieux généralisé, que j'ai toujours, avec beaucoup moins d'attaques de panique, mais c'est toujours le cas. C'est parce que vraiment c'était handicapant, je faisais quasiment tous les jours une crise de panique ou une crise d'angoisse, donc ça n'allait pas du tout.
Et en fait, à ce moment-là, je pense que les crises d'angoisse, les crises de panique, c'est vraiment un automatisme du corps. À ce moment-là, c'est plus mon cerveau ou moi qui me dit « Oh, je vais mal, je vais pas bien ». C'est vraiment quelque chose qui s'emballe, le corps s'emballe, le cerveau s'emballe, enfin, j'ai l'impression que tout s'emballe. J'assiste à ça et je suis impuissante, je ne peux rien faire. Donc avec ma psy, j'ai commencé la thérapie en traitant le TAG, les troubles anxieux et les attaques de panique. Petit à petit, on est passé à quelque chose d'un petit peu plus difficile à accepter pour moi, la dépression. Puis on a commencé à rentrer dans le vif du sujet, le TDI. J'ai travaillé avec ma psy et j'ai bien dû accepter que, effectivement, j'avais le TDI et qu'effectivement, c'est un trouble qui ne se guérit pas. On peut améliorer ses symptômes, on peut guérir des traumas, mais on ne peut pas guérir du TDI. Parce que, enfant, je me suis construite là-dessus, je me suis construite sur des traumas, je me suis construite avec le TDI, et le TDI, c'est mon fonctionnement. À partir du moment où j'ai accepté ça, on a travaillé pendant plusieurs séances, plusieurs semaines dessus, ça a été dur, mais j'ai commencé à accepter mon vécu traumatique dans le sens où j'ai commencé à accepter que je l'ai vécu. Toute la personne qui est là, pas que moi, l'alter qui parle, a vécu ces traumas. C'était plus simple de parler des traumas de l'adolescence parce que j'avais plus de souvenirs. Pour autant, ça ne veut pas dire que les traumas de l'enfance ont été moins graves. C'est de là en fait que parle le TDI. Et j'ai travaillé sur moi, j'ai pu en parler à mes parents. J'ai pu parler de mon vécu traumatique de façon très succincte. J'ai fait un tableau très basique, très cadré et qui rentrait pas du tout dans les détails. J'ai fait un tableau, une colonne, les événements, l'autre colonne, la conséquence directe, donc comment j'ai réagi à l'époque, et la conséquence sur le long terme qui me hante encore, autant corporellement, psychiquement ou émotionnellement. Et il y a beaucoup de choses qui se sont développées suite à cette libération de la parole avec mes parents. Et je sais maintenant que libérer la parole, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que là, j'en fais une vidéo parce que c'est aussi une étape que je franchis d'en parler sur ma chaîne. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne, c'est pas grave. Pour moi, les vidéos, c'est un peu un levier thérapeutique aussi. Le fait de préparer une vidéo, de tourner une vidéo, de la monter et de la publier, c'est vraiment des étapes importantes. Donc voilà où j'en suis. J'ai plus ou moins accepté le TDI, c'est encore difficile. J'ai plus ou moins accepté mon vécu traumatique, même si tout n'est pas inclus. J'espère que ces vidéos, ces premières vidéos TDI seront de bon augure pour la suite des vidéos sur ma chaîne. Je compte continuer sur ma lancée, faire d'autres vidéos TDI, faire d'autres vidéos psycho, parce que c'est moi, enfin ce sont des parties de moi, et ma chaîne c'est autour de moi, donc je le vis et ça impacte tellement ma vie au quotidien que maintenant que j'ai réussi à l'accepter et à mettre de l'énergie là-dessus pour pouvoir avancer, je pense que je pourrais faire d'autres vidéos TDI. Et pourquoi je voudrais faire des vidéos TDI aussi, c'est parce que j'ai pu voir des témoignages de personnes qui avaient le TDI, j'ai vu que ce soit des émissions de télé, des reportages télé, des vidéos YouTube, des vidéos autres, des podcasts, des blogs, des articles, plein de choses en rapport avec des témoignages de TDI ou même des choses scientifiques liées à des études sur le TDI. En fait, dans tout ce que j'ai pu voir, lire, entendre, ça correspondait pas complètement à ce que je vis. Parce que faut pas oublier que le TDI, ça vient de trauma et c'est une souffrance au quotidien. C'est une souffrance réelle et il faut travailler dessus, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de motivation, de détermination pour pouvoir ne serait-ce que vivre avec le TDI et tout faire pour pouvoir sortir des traumas. Donc j'aimerais faire des vidéos TDI aussi pour ça, des vidéos TDI, des vidéos psycho, aussi pour ça, parce que ce que je vis
au quotidien avec le TDI, avec les traumas complexes, avec un ESPT complexe, ça correspond pas, en tout cas je me suis pas retrouvée réellement dans tout ce que j'ai pu voir, entendre et lire. Donc j'aimerais apporter ma petite pierre à l'édifice en faisant des vidéos qui témoignent de mon vécu. Je n'arrêterai pas par contre les vidéos make-up, ongles et tout ça. Je pense que je ferai même plus de vidéos ongles parce que j'adore ça. Et c'est vraiment une activité qui me calme, qui manque dans le présent. Et j'ai l'impression de produire quelque chose de beau, d'artistique, de valoir quelque chose un petit peu. Et puis on est quand même plusieurs alters à être passionnés par le nail art. Donc pourquoi s'en priver? Et j'espère que ces nouvelles vidéos un peu plus psychologiques, psychotrauma et autour du TDI te plairont parce que je compte m'investir un peu plus dans ma chaîne à ce niveau-là par rapport au TDI, par rapport au psychotrauma. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi, je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!